Bonsoir, mon invitée aujourd'hui a 48 ans, elle est née à Saint-Étienne, directrice artistique, ingénieure culturelle et conférencière. Elle est spécialiste du mouvement hip-hop, figure de la Cité musicale Metz. Elle crée en 2022 sa société de conseil en acquisition et production d'œuvres d'art pour les collectivités, les entreprises et les particuliers. Elle est aussi la commissaire artistique de la programmation art urbain du festival Constellation. Myriama Idir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Votre parcours, je l'ai étayé brièvement, est riche. On y reviendra. On commence à chaque fois avec un peu d'actualité. Et l'actu du moment, c'est le festival Constellation, bien sûr, qui débute ce jeudi 22 juin. Vous êtes donc la commissaire artistique de la programmation art urbain de l'événement. Ça fait combien de temps que vous vous inscrivez dans ce festival annuel incontournable de la région ? Depuis le début, j'étais plutôt axée sur l'exposition à la Cité musicale. Donc j'étais en renfort sur l'exposition que je menais depuis 2009. Et ensuite vient l'idée de créer un parcours et de le concevoir. Donc voilà, il y a un échange avec la ville de Metz pour essayer de porter un projet sur l'art urbain. Et naît le premier parcours avec le tracé du Métis. Donc depuis le début, avec ce parcours, et petit à petit, et à chaque édition, change et évolue. C'est toujours un honneur pour vous d'être à la tête de la programmation ? Oui, il y a un honneur, il y a aussi de l'ambition, forcément, et du plaisir. L'ambition de porter vraiment en tout cas un rayonnement et de participer au rayonnement de la ville de Metz. Moi, je suis toujours ravie de pouvoir un peu être au top de propositions qui dénotent, de propositions qui interpellent. Et oui, ça fait toujours plaisir et il y a toujours l'énergie qui est là. Mais ça doit être compliqué chaque année de trouver quelque chose de différent, qui marche aussi, oui. D'avoir des idées. Oui, parce qu'un travail de programmation artistique, ça demande beaucoup de travail de repérage, d'échange, de présentation auprès des artistes pour les connaître et se présenter aussi. De les convaincre de venir à Metz aussi, parce que parfois les budgets ne sont pas à la hauteur non plus des interventions, bien nous fassions un gros effort. Et la ville de Metz est une des rares villes qui encourage en tout cas et aide la création artistique. Mais c'est toujours du travail sur la route, d'aller voir un peu tout ce qui se passe dans quatre coins de l'Europe, et via Instagram ou via les expositions. Alors cette année, 4 créations, 6 œuvres, 17 artistes dessinent la programmation art urbain. Avant d'en parler, globalement, est-ce que vous en êtes content de cette programmation 2023 ? Oui, j'en suis ravie parce qu'on a 4 créations pour cette édition. C'était pas évident l'année dernière de faire comprendre que nous étions un peu dans une problématique temporelle. Par rapport aux 2 autres parcours où l'art urbain, ça demande de réfléchir en amont avec les propriétaires des murs, de les trouver. Ça prend le temps aussi de les réaliser. Ça demande vraiment un travail de production et puis de repérage qui fait que du coup on est ravis quand toutes les synergies, tout le dialogue aboutit à un avis favorable. Alors une des œuvres proposées et réalisées il y a quelques semaines, c'est le Présage conçu par Monkey Bird, que vous connaissez particulièrement bien ces 2 artistes. Je connais particulièrement bien en tout cas leur travail, nous les avions exposés à l'Arsenal l'année dernière. Donc je connais bien leur technique. Ensuite, oui, ça tisse du lien. Et ce que j'aime bien dans la manière de faire des propositions artistiques, c'est de pouvoir revenir et de prendre le temps de travailler avec les artistes et l'ensemble de leur univers, ce qui était le cas avec Monkey Bird. C'est toujours intéressant de montrer dans un espace d'exposition la technique du pochoir, mais quand elle est réalisée sur un mur, là on se rend compte du travail réalisé. Et c'est important de montrer les deux, l'ensemble de l'univers des Monkey Bird. Parlez-nous un petit peu du Présage, donc une œuvre assez gigantesque, avec une symbolique aussi derrière. Présage, c'est la notion du temps, le temps qui passe, le temps où le présage, on ne sait pas trop où est-ce que ça peut nous mener, de manière positive ou négative. L'univers des Monkey Bird s'inscrit dans un mouvement qu'on appelle Art and Craft, où il y a beaucoup d'ornementations qui font référence aux architectures. Donc il y a beaucoup de symboles liés aux sciences, au savoir-faire artisanaux, parce que Monkey Bird travaille le pochoir vraiment à 4 mains, au scalpel. Et donc on a la notion du temps avec les instruments de mesure,
une cathédrale qui s'érige comme ça. Et vous le voyez à l'écran d'ailleurs. Ah oui, c'est de beaux. Puis le héron cendré qui est aussi le symbole du territoire. Donc il y a eu un travail, des échanges entre nous pour pouvoir amener un thème, une intention artistique. Notre œuvre, maintenant, vous allez aussi voir quelques images chez vous. Alors c'est assez marrant pour le notifier, une des peintres a le même nom que moi, voilà, Milon. C'est au gymnase Fournier. Exactement. Il y a une petite référence au football, droit au but. Oui, au football et au sport en général. Donc c'est un premier thème, sport et culture, qui s'impose dans ce projet. Ensuite, il y a la notion d'esprit collectif, d'un même objectif partagé, d'où le droit au but, et d'un collectif qui est le plus équitable possible dans un idéal de société et qui est vraiment au pied de ce terrain de sport et à la fois contre un équipement sportif. Et le titre est assez fort et assez symbolique, oui. Pour terminer sur cette partie, Myriama, quel est le message finalement que vous voulez faire passer à travers cette programmation 2023 ? Alors, il n'y a pas un message vraiment défini, si ce n'est que nous poursuivons en tout cas l'aide à la création sur le sujet de l'art urbain. C'est aussi, on interroge comment l'art urbain peut s'inscrire dans une ville patrimoniale et magnifique qu'est Metz, et à la fois comment, à travers l'art urbain, on peut acquérir des œuvres tel un musée à ciel ouvert, comme je dis sur la note, et comment on peut inscrire la ville de Metz sur l'ensemble du territoire, que ce soit transfrontalier et qui dénote des autres festivals d'art urbain. Donc, et ça demande du temps aussi. Et je vous propose maintenant, Myriama, de voir le reste finalement du festival Constellation avec justement le teaser. Voilà, allez voir les œuvres du festival Constellation qui débute donc ce 22 juin. On fait une petite pause, Myriama, dans cette interview. C'est l'heure de la pause café. Première question, votre café plutôt court ou long ? Long. Long, votre plaisir coupable ? La glace à la chantilly. À la chantilly. Maison. Maison. Votre loisir favori ? La lecture. La lecture. Ouais. Votre plus grand défaut et votre plus grande qualité, selon vous ? C'est toujours compliqué de parler de soi. On a envie de dire qu'on n'a pas de défaut. Je pense parfois de la mauvaise foi. D'accord. Donc voilà, obtus, mais... Obstiné. Obstiné, voilà, ça me va bien. Et qualité, gentil. Quel aurait été votre métier dans une vie parallèle ? Votre autre métier ? J'aurais aimé être, je pense, architecte. Architecte ? Ouais. Pourquoi architecte ? Parce que j'adore bâtir et concevoir des projets. Donc, puis j'ai toujours la tête dans les nuages et j'aime bien regarder les architectures sans cesse. Donc j'aime bien déambuler dans les villes, dans les campagnes. L'œuvre de street art qui vous a le plus ému ? En dehors de Constellation. En dehors de Constellation. Je pense que celles qui peuvent m'émouvoir, c'est parfois Banksy, avec les messages forts qu'il peut y avoir, surtout à la frontière de la Palestine et Israël, par exemple. La ville qui vous a le plus charmé lors de vos voyages, de vos études, si vous avez un peu voyagé ? Bruxelles. Bruxelles. Pourquoi Bruxelles ? J'ai aimé l'architecture, j'ai aimé aussi socialement comment les cultures étaient métissées, dans le sens, je trouvais que c'était pluriculturel et que chacun et chacune pouvait avoir sa place dans la ville. Et ça m'avait surprise il y a plusieurs années. Et la programmation artistique et culturelle, j'aime beaucoup. Si vous aviez la possibilité de changer une chose sur Terre, n'importe quoi, qu'est-ce que vous feriez ?
Enfin, si je pouvais, oui, de façon humaniste, voilà, gommer la misère, je le ferais avec grand plaisir. Et enfin, qu'est-ce qui vous inquiète dans l'actualité? Les extrémistes. L'absence de nuances dans nos échanges et nos points de vue. Vous aimeriez plus de dialogue des fois? Oui, qu'on s'écoute et qu'on accepte, qu'on soit plus dans une tolérance, de nos points de vue. Je pense que dans les réseaux sociaux, la haine s'amplifie dans des commentaires souvent très bêtes, avec une paresse intellectuelle qui développe une anxiété. Où je me dis, on pourrait tout simplement admettre des choses, les accepter telles quelles quand elles sont de l'ordre de la République, de valeurs qui sont, humanistes. Et je trouve que c'est pour ou contre, noir ou blanc. Si vous êtes contre, ça devient tout de suite complexe et on vous guillotine, quoi, virtuellement. On va prendre le temps maintenant, Myriama, de revenir un peu sur votre parcours. Où est-ce que vous avez grandi alors et dans quel contexte? Vous avez grandi à Saint-Étienne, là où vous êtes né? Oui, une partie de mon enfance à Saint-Étienne, ensuite à Mont-Soleil-Mines, en Saône-et-Loire, en Bourgogne, parce que mon père était mineur de fond. Donc quand les mines de Saint-Étienne ont fermé, mon père avait la possibilité d'être muté ailleurs, donc il a choisi la proximité par rapport au reste de la famille à Saint-Étienne. Et ensuite, toute l'adolescence, lycée, là-bas. Comment vous êtes arrivé en Moselle alors? J'ai un parcours assez singulier, j'ai toujours alterné formation et expérience professionnelle, ce qui fait que j'ai commencé l'histoire des arts et archéologie à Dijon, ensuite je suis partie à Lyon, ensuite j'ai repris des études à Limoges, et je travaillais toujours aussi en parallèle, et ensuite Charleville-Mézières. Et j'ai hésité entre Lille et Metz, et j'ai choisi Metz. Pourquoi Metz? Vous connaissiez déjà un peu la ville ou Non, pas du tout. Je pense que j'ai fait un petit jeu aussi de plouf-plouf, et je trouvais intéressant. Je voulais faire un mémoire sur la culture hip-hop, justement. Et le master m'intéressait à l'Université de Lorraine. Et il y avait l'Arsenal, dont j'avais aussi entendu parler quand j'étais à Limoges, parce qu'il y avait un festival étudiant de musique baroque. Et j'entendais les gens qui parlaient de ce haut lieu de la musique baroque. Et du coup, il y a eu un écho sur ce lieu-là aussi. On revient un peu en arrière. Ça vous est venu quand, cette passion pour tout ce qui tourne autour du hip-hop, finalement? Saint-Étienne, quand l'émission HIP-HOP est diffusée sur TF1. Et je vois mes grands frères et les jeunes dans le quartier avec leurs bouts de carton à essayer de tourner sur la tête ou sur le dos. Essayer de faire ce qu'on appelle des coupoles, des head spins. Donc je veux faire la même chose. Donc je me jette sur le carton. Je ressemblais plus, je pense, à une tortue à l'envers qu'autre chose. Et la danse m'a jamais quittée à partir de ce moment-là. J'ai été très autodidacte parce qu'on était sur une époque de culture du clip sur une chaîne qui s'appelle M6, et il y avait une émission où il y avait beaucoup de clips avec des chorégraphies. Et donc on avait un magnétoscope, on enregistrait les cassettes VHS et on remettait en rewind. Et chaque étape de chorégraphie pour les apprendre de cette façon-là. Ensuite, j'ai commencé au lycée le graffiti. Et c'est, je pense, au lycée où j'ai généralisé la culture hip-hop parce que je commençais à maîtriser, on va dire, l'anglais, à écouter les textes de Public Enemy, tous les groupes de rap américains. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un mouvement qui s'appelait Zulu Nation. Et j'ai commencé à regarder de plus près ce que c'était. Et il y a eu un déclic culturel avec ce mouvement-là qui m'a permis de plus le lâcher. Alors, un accessoire emblématique aussi du hip-hop, ce sont les baskets. Je crois que vous êtes particulièrement attaché justement au basket. Racontez-nous aussi comment est née cette passion, combien vous avez de paires? Aveu, je dois avoir peut-être 200 paires. 200 paires 180, à peine 200 paires, à peine.
J'ai un dressing avec tous les cartons, avec une classification des baskets. Parce que vous faisiez aussi du sport, étant petite, Oui, du voilà, basketball, de l'athlétisme. exactement. Et ça aussi, je pense surtout le basket. L'athlétisme, c'était les pointes. Donc, je courais, je faisais du saut longueur, du saut hauteur. Mais c'est vraiment le basketball. Puis toute la génération Michael Jordan. Ouais. Vous avez grandi en plein tout le dedans. marketing, en fait, finalement. Je me suis fait avoir par cela. Mais j'ai arrêté la collection sneakers. Il y a 2-3 ans, j'ai arrêté. Vraiment, je me soigne. Alors vous l'avez dit, hein, vous avez fait plusieurs universitaires, la Bourgogne, Limoges, puis la Lorraine. Vous êtes finalement resté à Metz là depuis un certain nombre d'années. Pourquoi être resté ici? Ouais, finalement. Vous plaisez bien? Ouais. Ah oui, moi j'aime beaucoup Metz. J'adore. Tous les gens que je connais sont super, sont magnifiques. Il y a une ambiance comme ça qui. Moi j'entends souvent la belle endormie. C'est vrai que parfois on s'attache comme ça à cette ville et en même temps je trouve qu'il y a tellement un potentiel énorme dans cette ville que j'ai envie aussi de participer à son rayonnement. Donc à force aussi on développe des amitiés, on tisse des relations. Le poste que j'occupais à la Cité musicale me plaisait énormément. Donc on ne voit pas le temps passer quand on est épanoui, je pense. Vous parliez de rayonnement, vous avez créé l'association Boompap. Vous pouvez un peu nous en parler de cette association? Oui, c'est une association et un collectif avant tout. C'est un collectif d'amis qui gravitent autour qui sont même acteurs, actrices du mouvement hip-hop. On est une dizaine et lorsqu'on a créé cette association, c'était pour vraiment promouvoir ce mouvement-là, comme nous on le ressentait. Et derrière cette passion, il y avait la passion commune des sneakers, de valeurs aussi communes. Et on a porté 10 éditions de la Ice Block Party, qui était une programmation vraiment artistique, accueillie à la Cité musicale, donc qui comprenait de la danse, du graffiti, des musiques, des conférences, tables rondes, des masterclass. Et ça nous plaisait bien comme format pendant une semaine. Et on est tous plus ou moins de la même génération. Donc c'était un peu... je pense qu'on aurait eu envie qu'il y ait un relais. Parce que porter 10 éditions aussi, c'est usant quand il n'y a pas de ressources. Ensuite, c'est de ressources humaines. Oui, voilà. Et je pense qu'il aurait pu... La Ice Block Party aurait pu prendre aussi un autre niveau. Mais ça n'a pas été le cas pour X raisons. Donc, et ça fatigue d'être aussi dans le milieu associatif, l'air de rien. C'est beaucoup d'heures de bénévolat. C'est des week-ends, c'est des soirées. Donc je pense que ça aussi, ça fatigue assez vite. Mais ce n'est pas mort, on peut espérer. Oui, non. Elle peut être réactivée, en effet. Réactive, oui. Oui, tout à fait. Parfois, on en reparle. D'ailleurs, en avril 2024, ça fera combien? Peut-être 15 ans. Donc pourquoi pas recréer une Ice Block Party. Justement, on voit quelques images, vieilles images de l'événement. Oui, en plus, ça a été une programmation assez... moi, j'en suis fière parce qu'on a fait venir des artistes, des compagnies et des sujets de conférences comme le hip-hop a-t-il un genre, à l'époque où on questionnait déjà sur la présence LGBT dans le mouvement hip-hop, des spectacles qui ont tourné à l'international. Et oui, on est assez ravis. Puis nous sommes des amis, donc on est régulièrement en contact tous ensemble. La transition est toute trouvée, Myriama. Une chose dont vous pouvez être aussi fier, c'est la fondation du prix d'art contemporain dédié aux artistes justement LGBTQIA+, prix Utopie en 2021. Quelle était sa démarche? C'est pareil, c'est c'est mon dernier projet, on va dire, militant, bénévole. Je reprends mes études à l'époque et je reprends un MBA sur le marché de l'art. Et là, je rencontre une étudiante, Agathe Pinet, qui me parle d'une envie de monter un prix. Type Marcel Duchamp, voilà, on l'a cofondé. Et au début, j'ai dit ok, je veux bien t'accompagner puisque je suis chargée de projet culturel, t'accompagner sur ce projet. Puis finalement, j'ai été prise au piège de ce projet qui est super. Je me suis dit, après le Covid, je pense nous étions tous à se poser des questions.
sur est-ce qu'on reste sur ce territoire, est-ce qu'on va à la campagne, est-ce qu'on télétravaille ou pas. Et moi, je me suis inscrite dans cette dynamique-là, qui est plutôt engagée. Et voilà, nous avons amené la 2e édition en fin mai. Là. Oui, qui s'est déroulée très récemment. Oui, au magasin Généraux à Pantin, c'est à Paris. Et Utopie, alors pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message? Alors Utopie, il est écrit avec un point médian, justement, pour, comme ça, un nom féminin. On voulait inverser aussi l'effort, dire que les efforts ne sont pas à sens unique. Et c'est l'idée de soutenir les artistes LGBTQIA+, dans les arts visuels, les arts plastiques, et qui sont plus souvent marginalisés, précaires. Donc ça passe par un appel à candidature, et c'est un prix novateur en ce sens où les 10 artistes sélectionnés par un comité professionnel reçoivent de fait une dotation financière équitable de 1 000 € et ont accès à tous les partenariats que nous développons à Paris ou en France, et notamment avec des galeries issues des galeries professionnelles qui accueillent dans un cycle qui aura lieu à l'hiver prochain. Et là, ça nous permet d'inscrire les artistes dans une dynamique de marché de l'art, dans une dynamique de aussi écriture nouvelle dans le territoire de l'art. Vous avez parlé de précarité, ça sera ma dernière question. Aujourd'hui, est-ce que faire partie de cette communauté LGBTQIA+, c'est handicapant dans sa vie professionnelle, justement, d'artiste? Il y a encore des barrières à lever? Oui, parce qu'on pense toujours, je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur la notion de sexualité, la notion de genre. Lorsqu'on parle de art queer, ça reste quand même un art qui reste militant. Donc on s'attend toujours à voir des œuvres qui poseraient problème. Et souvent les artistes partent d'un récit personnel, et par ce récit personnel, forcément, on a peur de la réception de l'œuvre et du résultat, parce que nous nous inscrivons dans un imaginaire, parce que nous ne connaissons pas, et quand on ne connaît pas, on va développer des préjugés, on va même jusqu'à développer de la haine. Et il y a des artistes qui sont précaires de fait, qui elles puissent être en transition, qui elles puissent vivre dans des territoires de l'outre-mer. Et c'est un appel à candidature qui est diffusé aussi en milieu rural, éloigné des grandes structures d'art, des grandes écoles d'art. Et c'est pour ça que cet appel à candidature va vraiment sur les territoires éloignés de la culture. Mariama, on va conclure maintenant cette émission. C'est l'heure de l'addition. On termine, Mariama, avec un quiz, comme d'habitude. Le thème, le hip-hop, bien sûr. Je vous pose des questions à chaque fois, il y a plusieurs propositions. 2 réponses, une seule est juste. Est-ce que vous êtes prête? On y va? Oui. Dans quel pays le hip-hop est-il né? C'est facile pour commencer. Les USA, la France, l'Angleterre. Les USA. Les USA, effectivement, dans les années 70, si je ne me trompe pas. Oui, à peu près. 73. Oui. 73. Vous sauriez me dire dans quelle ville, comme ça, il est né? Ah oui, New York. New York, bien évidemment. Le Bronx. Où est-ce que la danse hip-hop était pratiquée à ses débuts, et même encore maintenant? Au tout début du mouvement, les premiers groupes, c'était dans le Bronx. Dans la rue. Dans la rue, réponse, effectivement. Oui. Est-ce que vous pouvez me citer les 5 disciplines que connaît la culture hip-hop? Les 5 éléments. Les 5 éléments, oui. Si vous préférez. Alors, le graffiti, le DJing, le MCing, donc le rap. Oui. Le writing, graffiti. Graffiti, vous l'avez déjà dit. Ah, donc ce qu'on appelle le breakdance. Oui. 4. Et le street knowledge. Moi, j'ai le beatboxing qui est un sous-genre. Oui, on peut parler, beatboxing et street knowledge, ça dépend, mais beatboxing en effet. D'accord. Vous allez voir une image maintenant qui va s'afficher dans les écrans. Il va falloir me dire de qui il s'agit. Je pense que vous avez la référence, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, en effet, Banksy. Un des street artistes les plus connus du monde. Les plus mystérieux. Et les plus mystérieux aussi. Prochaine question, en quelle année la culture hip-hop arrive en France? 1978, 1982, 1984.
Ah, mais il me semble qu'il y a 2 années, mais je dirais 1984, si on prend l'émission. 1982. La culture Et du avec hip-hop la tournée. arrive en France en novembre 82, environ 10 ans après son apparition aux États-Unis, avec la tournée, effectivement, New York City Rap en Europe, qui diffuse largement cette Qui est culture. passée à Amnéville. Qui est passé à Amnéville, ah bon, Oui. pour l'anecdote. Qui est considéré comme le père fondateur du hip-hop? Est-ce que vous avez le nom? Alors, des fois, on prête à Kool Herc, DJ Kool C'est la Herc. réponse que j'ai, Voilà. effectivement. Un immigré originaire de Jamaïque. En quelle année a été inventée la bombe aérosol par Aid Seymour? Je ne sais pas si je le prononce bien. En 1930, 1942, 1949. Ça devient un peu plus pointu. Moi, j'aurais dit 1930. J'hésite à 42, mais c'est très tôt. Non, 49 justement. Ah. Il était négociant en peinture industrielle dans l'Illinois. C'est terminé. Merci beaucoup. Vous êtes très bien sortis, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup pour votre venue. Un mot de la Merci à fin, un vous. dicton, une phrase que vous aimez bien, une citation. Si quelque chose arrive, n'en parle pas. Eau répandue ne se recueille pas. Eh bien, on vous laissera méditer sur cette phrase, chers téléspectateurs. Merci encore, Merci. Myriama, pour votre venue. N'oubliez pas, le festival Constellation, donc c'est du 22 juin au 2 septembre. Allez-y, il y a plein de choses à voir. C'est gratuit, bien sûr, et accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.